Ici le podcast de Van Rijn Legal and Property, conseils pratiques sur l'immobilier et les affaires au-delà des frontières. Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans les mesures économiques russes. Mais attention, pas les sanctions globales habituelles. Non, là on parle d'une approche bien plus fine, presque chirurgicale, qui vise certains pays, ce que la Russie qualifie d'inamicaux. Notre but, c'est vraiment d'examiner de près ce durcissement des droits de douane à l'importation. On va s'appuyer sur des textes officiels, comme le décret gouvernemental 2240, et puis des analyses par secteur, pour comprendre le mécanisme, les produits touchés, et surtout cette distinction, cette modulation entre les pays ciblés. C'est pas juste un tarif unique pour tous. C'est exactement ça. En fait, le cadre a été posé assez tôt, dès mars 2022, avec un décret présidentiel, le numéro 100. C'est lui qui a établi cette fameuse liste d'États inamicaux. On y trouve environ 49 pays. L'Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, bon, la liste est longue. Et donc, en réponse aux sanctions internationales contre elle, la Russie a décidé d'appliquer des droits de douane, disons, majorés sur certains produits qui viennent de ces pays. C'est une dérogation aux tarifs standards de l'Union économique eurasiatique. Et ces mesures, pour l'instant, elles courent jusqu'à fin 2025. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se retrouve taxé plus lourdement? C'est quoi les produits? La liste est assez variée, ça touche pas mal de secteurs. Vous avez des produits alimentaires, par exemple certaines huiles végétales à 25%, ou des conserves de viande, de poisson. Là, ça peut monter jusqu'à 22-30%, parfois avec des minimums par kilo. Ah oui, d'accord. Il y a aussi tout ce qui est cosmétique, produits d'hygiène, les parfums, le dentifrice, les shampoings, les détergents. Là, on est souvent autour de 35%. 35%, c'est pas négligeable. Non, effectivement. Et puis, bien sûr, les alcools. La bière, le vin, les spiritueux, chacun avec des tarifs spécifiques, parfois en pourcentage, parfois un montant fixe par litre. Et ça va même jusqu'à certains matériaux comme le contreplaqué, le papier peint, ou des biens industriels, batteries, machines-outils et même certaines armes. Ça touche large, donc. Vraiment diversifié. Mais si je comprends bien, la clé, la vraie subtilité, ce n'est pas tant la liste des produits elle-même, mais plutôt comment ces tarifs sont appliqués. C'est ça. Exactement. C'est là que la stratégie devient, je trouve, assez fascinante. Parce que l'application, elle est loin, très loin d'être uniforme. Il y a des exceptions, et elles sont notables. Des exceptions, c'est-à-dire? Eh bien, prenez la Hongrie et la Slovaquie. Elles sont membres de l'UE, donc sur la liste inamicale. Pourtant, elles sont exemptées des surtaxes sur certains produits bien précis. Je pense à la margarine, quelques huiles, certains cosmétiques. Idem pour la Corée du Sud sur une poignée de produits de beauté. Il y a même des micro-exceptions pour la France, l'Italie, la Belgique sur des articles très spécifiques. Attendez, mais c'est assez contre-intuitif, non? Des pays jugés inamicaux qui bénéficient d'exemptions, même partielles. Pourquoi eux spécifiquement? Et pourquoi sur ces produits-là, il y a une logique économique claire derrière ça, ou c'est plus politique? C'est une excellente question. La logique exacte, elle n'est pas toujours explicitée dans les textes. On peut supposer une volonté de, ménager certaines relations commerciales spécifiques ou peut-être de ne pas perturber certains approvisionnements jugés utiles, même dans ce contexte tendu. Mais attention, ce sont des exceptions limitées. D'accord. Par exemple, les taxes sur le vin ou les conserves de poisson, elles s'appliquent bien à la Hongrie et la Slovaquie. Et puis, il y a l'inverse, un ciblage encore plus fort sur d'autres pays. Ah oui. Oui. Les pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, eux, ils font face à un tarif de 50% sur certains produits, comme le papier peint, certains manteaux ou le chocolat sans fourrage. Et un autre groupe qui inclut les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Pologne se voit appliquer un taux spécifique de 35% sur les détergents. Les États-Unis sont aussi visés spécifiquement sur certaines machines et outils avec des taux entre 25 et 40%. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux de traitement en fait. Et pour une entreprise, disons une entreprise européenne qui exporte vers la Russie ou qui importe de là-bas, qu'est-ce que tout ça implique au quotidien? Premièrement, des coûts qui augmentent, évidemment, c'est le plus direct. Mais il y a aussi une complexité administrative qui s'ajoute. Il faut, par exemple, pouvoir prouver l'origine des marchandises. Ah oui, le fameux certificat d'origine. Exactement. Pour éviter de payer la surtaxe si votre produit vient d'un pays considéré comme amical, il faut ce document.
Et puis surtout, ça demande une veille réglementaire constante. Ce décret 2240, il a déjà été modifié plus de 8 fois. La dernière mise à jour date de début 2025, donc l'environnement est très très changeant. Très instable, oui. Et au-delà de la simple réponse aux sanctions occidentales, est-ce qu'il y a des objectifs affichés par la Russie avec ces mesures? Oui, la rétorsion, c'est un aspect, c'est clair, mais le décret lui-même mentionne autre chose. Il charge les autorités russes, les douanes, le ministère de l'Industrie et même le service anti-monopole de surveiller le marché intérieur. Pourquoi faire? Pour stimuler l'offre locale, l'idée affichée, c'est d'essayer d'amortir l'impact pour les consommateurs russes en encourageant la production nationale des biens qui sont maintenant taxés plus lourdement. On essaie d'éviter ou du moins de limiter une envolée des prix sur ces produits à l'intérieur du pays. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on est loin d'une politique de sanctions ou de contre-sanctions appliquée de façon uniforme. La Russie, en fait, elle utilise ses tarifs douaniers comme un outil. Un outil économique, mais aussi politique très flexible. Elle ajuste la pression, elle module en fonction des pays et même des produits. C'est un signal assez clair d'une approche différenciée même avec les pays qu'elle classe comme animicaux. Absolument. C'est une stratégie nuancée. Et ça soulève une question assez intéressante pour la suite, je trouve. Si cette stratégie de différenciation économique s'avère, disons, payante ou utile du point de vue russe, Mhm. quelles autres formes est-ce qu'elle pourrait prendre à l'avenir, au-delà des simples tarifs douaniers? Et comment tout ça pourrait, à plus long terme, remodeler les flux commerciaux et peut-être même certains équilibres géopolitiques? C'est une réflexion, voilà, à garder en tête pour la suite.